Bonsoir Riyad Sattouf. Bonsoir. Vous dites que vous voulez faire de la BD pour ceux qui n'en lisent pas. Alors ça tombe bien puisque vos cahiers d'Esther sont adaptés à la télé. Votre série autobiographique L'Arabe du futur est déjà traduite en 22 langues, j'ai compté, et c'est pas prêt de s'arrêter puisque L'Arabe du futur 4, le tome 4 vient de paraître. Voilà, c'est aux éditions Alary. Alors on vous suit tout jeune adolescent, ballotté entre la Syrie, la France. Il y a bien sûr cet humour qu'on vous connaît bien, cette autodérision, mais aussi beaucoup de mélancolie qui se dégage de ce livre. Le projet de L'Arabe du futur, depuis le début, depuis les premiers volumes, c'était d'arriver à raconter l'événement, le secret familial qu'il y a dans ce volume 4. Donc à la fin du livre, évidemment qu'on ne gâchera pas, qu'on ne spoilera pas, comme on dit en anglais. Et donc c'est vrai que toute cette série tourne autour de cet événement, et dans cette bande dessinée, il y a à la fois, j'essaie de mettre un peu toutes les émotions. Donc il y a la mélancolie, il y a du rire, il y a de la violence, il y a de la tristesse, il y a de la joie, il y a tout un tas de choses. Alors c'est vrai que moi, quand je fais des bandes dessinées, je suis un passionné de bandes dessinées, j'en fais depuis très longtemps. Et pour L'Arabe du futur spécifiquement, ma première lectrice, ma muse, en fait, c'était ma grand-mère bretonne, qui n'est plus, hélas, mais elle détestait la bande dessinée. Et je me suis toujours dit quelle bande dessinée je pourrais faire pour lui plaire à elle, qu'elle aurait aimé lire. Voilà. Et donc, c'est ce qui m'a poussé à faire L'Arabe du futur. Et comme c'est ma bande dessinée qui a le plus de succès, je me dis que sans doute c'est lié. Ça fonctionne bien, ça marche. Alors, ce livre, Riyad Sattouf, bien sûr, parle de votre famille et en grande partie de votre père. Il est diplômé d'histoire à la Sorbonne. C'est un Syrien d'origine très modeste qui devient un intellectuel, mais qui va mal tourner, pourrait-on dire, puisqu'il va se radicaliser. Vous dites qu'il est fasciné, par exemple, par les dictateurs. En fait, mon père était donc originaire d'une famille très pauvre, paysanne, en effet, et il était le seul de sa famille à avoir pu aller à l'école. Et faire des études. Il avait bénéficié d'une bourse de l'État français pour venir étudier en France. Il était devenu docteur à la Sorbonne. C'est là qu'il avait rencontré ma mère. C'est ce que je raconte dans ce livre. Et donc lui-même ne voulait pas enseigner en France, ni en Europe. Il voulait retourner dans le monde arabe pour aider le monde arabe à entrer dans la modernité. Donc il adorait tous les dictateurs arabes, les hommes forts, Kadhafi, Saddam Hussein, Hafez el-Assad. On voit d'ailleurs Saddam Hussein, son ombre qui plane sur la couverture du livre. Et c'était ce qu'on appelle un panarabiste, c'est-à-dire c'était un nationaliste. Il y avait eu ce mouvement dans les années 60-70. Et donc peu à peu, ce que je raconte, c'est que le temps passant, l'impuissance, la frustration de la vie, etc., a fait que peu à peu, il s'est de plus en plus tourné vers la religion. Et ma mère a de moins en moins accepté ça. Alors justement, vous décrivez une enfance écartelée entre deux familles que tout oppose. Vous avez votre famille maternelle qui est bretonne, donc, et votre famille paternelle syrienne. Tout à fait, voilà. Oui, mon père, surtout que c'est le moment de l'adolescence où on commence un peu à s'intéresser aux filles. Et alors mon père, qui était de plus en plus croyant et religieux, me disait il ne faut surtout pas parler aux femmes, c'est le démon. Oui, alors on va le voir justement, votre père qui dit surtout non, non, on ne s'intéresse pas du tout aux femmes, et à l'inverse. Voilà, mon grand-père français, lui était un incroyable obsédé sexuel et avait extrêmement peur que je devienne homo. Et donc passait son temps à me montrer les filles dans la rue, à me dire mais celle-là, comment tu la trouves là? Mais vas-y là, vas-y avec les filles là. Et alors moi évidemment ça m'intéressait pas tellement, donc parce que j'étais encore un peu jeune. Mais comment est-ce qu'on fait à 10 ans justement pour pas devenir schizophrène? Parce que c'est des injonctions extrêmement contradictoires. Eh bien, on dessine, on se met à dessiner. Donc en effet, c'est à ce moment-là que j'ai choisi... C'est votre psychanalyse à vous. Oui, et puis c'est surtout mon identité. Disons que c'est difficile d'allier une extrême pudibonderie avec une extrême extraversion, si je peux dire. Et donc, moi, je me suis mis à raconter des histoires. Moi, le dessin, c'est ce que je préfère faire dans la vie. Et c'est à ce moment-là que le dessin est devenu aussi une échappatoire. Même très jeune, finalement. Vous êtes mis à dessiner jeune. Ma grande chance, c'est que quand j'ai commencé... Mes premiers souvenirs sont reliés au dessin. Ma grand-mère française était en admiration devant moi. Et quand j'avais 3 ans, elle pensait que j'étais meilleur que Picasso. Et en fait, cet amour inconditionnel m'a porté. Et c'est vrai que j'ai continué toute ma vie à dessiner. Alors, on parle d'écartèlement, la même chose avec la religion. Vous parlez de votre sentiment de culpabilité. Vous voyez vos cousins faire la prière et vous dites « j'avais honte de moi, de ma futilité ». Quand allais-je donc me mettre à croire en Dieu? Alors du coup, je vois que vous avez trouvé la solution puisque vous voyez Dieu en la personne de Georges Brassens. Vous croyez en Georges Brassens finalement? Disons que c'est parce que je raconte une histoire dans le premier volume de L'Arabe du futur où ma mère écoutait beaucoup Georges Brassens quand on habitait en Libye. Et en fait, elle le passait tout le temps sur son poste. Et j'aimais beaucoup la voix de Georges Brassens. J'étais vraiment très petit à l'époque. Un jour, je lui ai demandé
qui c'est qui chante Voilà. Voilà, et elle m'a dit, ah, c'est Georges Brassens, c'est un dieu en France. Et à ce moment-là, mon père s'est tourné et a dit, quoi, on ne dit pas qu'un homme est Dieu, ça ne se fait pas, un homme ne peut pas être Dieu, nanana. En fait, ils se sont tellement guirlandés à ce moment-là, et j'étais jeune, je pense que j'ai eu peur, et pour toujours, quand j'entends le mot Dieu, je vois la tête de Georges Brassens. Donc en fait, c'était complètement... lié. C'est lié, j'ai jamais été... Mais lié en même temps. Votre livre raconte bien votre histoire personnelle, mais vous abordez aussi des thèmes finalement universels. Alors, on parle de la double identité, mais aussi de la discrimination de genre. Je pense à ce mythe de la virilité qui a beaucoup pesé visiblement sur votre enfance. Non, mais c'est vrai que... Bon, voilà, je raconte aussi dans l'Arabe du futur comment, en tant que garçon, on vit avec d'autres garçons et comment on est considéré ou pas comme un garçon par les autres garçons. L'homme valable, vous dites. L'homme valable, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, moi, j'avais envie de jouer au foot, mais j'avais du mal à courir après le ballon. J'avais envie d'être Arnold Schwarzenegger, mais j'étais un petit peu fluet. Quand je me cognais, je faisais « Ah !» au lieu de faire « J'ai pas mal ». C'était... Donc, c'est vrai que je raconte un petit peu tout ça, comment on fait pour se construire en tant que genre. Enfin, voilà, pourquoi est-ce que pour être un garçon, il faut être comme ci ou comme ça? Et alors, c'est la même chose un peu pour les questions d'identité. Vous dites que finalement, il faut passer son temps à se justifier. Alors, est-ce qu'on est vraiment assez français en France ou est-ce qu'on est assez arabe en Syrie? C'est aussi un des thèmes de cette série de l'Arabe du futur, c'est que que signifie l'identité, les origines, etc. C'est vrai que quand j'étais en Syrie, et ce que je raconte dans le livre, je n'étais pas considéré comme un vrai Syrien ou un vrai musulman ou un vrai petit habitant du village par les autres enfants parce que j'avais une mère française. Quand j'étais en France, je n'étais pas considéré comme un Français valable parce que j'avais un nom ridicule avant d'être arabe. Hein. Mon nom, Satouf. Voilà, quand je prends un rendez-vous chez le coiffeur, ça le fait toujours rire aujourd'hui, à 40 ans. Donc c'est toujours un peu compliqué de trouver sa place et je me suis toujours retrouvé en position d'observateur. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Alors, en position d'observateur, en revanche, vous cherchez à tout contrôler. Visiblement, vous le faites bien de A à Z dans la composition, entre autres, peut-être dans votre vie aussi, mais au moins dans la composition de vos livres. Je pense notamment à la dilution des couleurs. Ça va jusque-là, l'envie de tout contrôler. Non, mais disons que c'est vrai que je fais le dessin, l'histoire, les couleurs, et alors je fais la maquette. Je choisis le papier de mes livres et je vais chez l'imprimeur et je leur mets une bonne pression parce que je veux que le livre soit parfait. J'adore l'objet livre. Il faut qu'il soit cousu à la main et pas collé. Non, pas cousu à la main, c'est avec des machines quand même, mais c'est cousu. Oui, pas à la main, oui. Parce qu'en fait, quand c'est cousu, on peut le lire vraiment plein de fois sans que ça se détache. C'est hyper nervant quand un livre se détache. En fait, c'est vrai que je pense au livre comme un objet qui peut durer. Et donc, les années passant, je suis de plus en plus maniaque, donc j'embête les imprimeurs, c'est vrai, voilà. Et il paraît que vous contrôlez tout jusqu'à faire retirer de la planète Terre un livre qui ne vous va pas à cause de son titre. C'est vrai, ça? Non, mais j'avais fait un livre quand j'étais plus jeune qui abordait quelque chose que je raconte dans l'Arabe du futur. La circoncision. La circoncision. Et en fait, en effet, j'ai racheté les droits à l'éditeur et je l'ai retiré. Je me suis auto-censuré. Vous avez mis tous les livres dans votre cave? Je me suis auto-censuré. Ça vous allait plus, ce titre? Non, mais même le livre aussi m'allait plus. L'Arabe du futur 5, est-ce que c'est déjà en gestation? C'est en cours. C'est en cours. Je suis en train de l'écrire. Quelle époque, quelle période vous souhaitez survoler? Alors, ce sera la suite. Je vais pas vraiment... en fait, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais m'arrêter. Est-ce que la guerre en Syrie va être abordée? Sans doute à un moment, mais bon, plus tard, on verra. Un dernier mot assez rapide. Le Centre Pompidou à Beaubourg va vous consacrer une exposition. C'est en novembre. Il paraît qu'au début, vous ne voyiez pas trop l'intérêt. Vous disiez, bon, pourquoi mes dessins? Non, mais c'est vrai que je suis très complexé par mes dessins, d'autant plus qu'en fait, surtout mes dessins, je les vois surtout comme des éléments d'une histoire. Et de prendre des pages et de les mettre sur un mur, pour moi, les pages, elles sont dans une bande dessinée, elles se suivent les unes les autres. Donc, mais en fait, comme je pense que mes lecteurs seront contents de voir toutes ces pages, donc j'étais très content et j'ai accepté. Merci à vous. Un rappel pour avoir double ration de Riyad Satouf pour vos vrais fans. On peut aussi vous retrouver aux conférences de Blois. Ça s'appelle les Rendez-vous de l'Histoire, dont France Télé est partenaire et ce sera à partir du 10 octobre prochain. Merci Riyad Satouf. Merci beaucoup. Merci à vous. L'Arabe du futur 4, voilà, aux éditions Alary. Et il faut le lire jusqu'à la fin puisqu'il y a donc la révélation d'un secret de famille absolument estomacant. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient sur la colère des retraités. C'est dans l'air, c'est dans quelques instants, ne bougez pas.